J'ai déjà écrit sur un ancêtre poisson, sur un arrière-arrière-grand-père. Et ça voulait dire travailler sur la notion de fantôme, travailler sur la question de la mémoire, des romans familiaux. J'avais écrit aussi Trouver le casino sur ce papier braqueur, mais que je ne connaissais pas. Et je partais un petit peu en enquête sur son geste. Mais là, cette fois, je vais parler d'une personne réelle et vivante, et que je connais, Marie-Thérèse, la pâtissière de la pâtisserie la plus célèbre de Trouville-sur-Mer pendant des décennies. Paradoxalement, c'est plus difficile d'écrire sur quelqu'un de vivant et sur quelqu'un qu'on connaît, parce qu'il me semble qu'on sent encore plus la complexité d'une personne quand on la connaît. Les personnes qu'on connaît moins, on a le sentiment qu'on peut les définir comme ça. Et c'était ça, à la fois la difficulté et à la fois ce qui me passionnait, cette idée d'essayer d'approcher la complexité d'une personne à travers des éléments de sa vie, des sensations, des promenades. Ma question, c'était comment faire entrer Marie-Thérèse dans un livre. Marie-Thérèse est une petite femme, mais elle est quand même beaucoup plus grande en taille que les volumes d'un livre. Et cette question-là de comment on peut approcher une vie. Et ce qui m'a aidée dans ce geste, c'était à la fois la motivation, parce que Marie-Thérèse me racontait souvent des épisodes de sa vie, et elle terminait toujours en disant « Ah, si je savais écrire », et elle manifestait ce regret très vif que nos souvenirs disparaissent avec nous. Ça me touchait énormément, cet affolement devant tout ce qui disparaît avec les corps une fois qu'ils meurent. Donc ça, c'était une motivation pour essayer de retenir des traces de sa vie. Et puis ce qui m'a aidée aussi, c'est ce qui m'a peut-être aussi convaincue de le faire, c'est la confiance que Marie-Thérèse a au contraire dans l'idée qu'une vie se raconte. C'est son plaisir à raconter, sa conception de sa propre vie comme une suite d'anecdotes qu'on pourrait dire. Et je me suis rendu compte en travaillant sur le livre que c'était à l'opposé de ma conception de ma propre vie. Je ne vis pas ma propre vie comme une histoire. Je ne suis pas quelqu'un qui raconte des anecdotes. Et j'ai le sentiment que ma vie est plutôt composée d'une strate d'expériences. Brumeuses, floues, certaines répétées, d'autres plus rares. Et que c'est un matériau, si je devais, je ne sais pas si je le ferai un jour, mais si je devais raconter ma propre vie, ce serait plutôt de faire des forages à l'intérieur de ces strates ou d'essayer de rendre compte du fait qu'un seul petit instant, chaque petit instant contient la foule de tous ceux qui l'ont précédé. Et que donc ce petit instant auquel je vous parle contient les instants que j'ai vécu auparavant et donc extrêmement multiples et complexes. Et Marie-Thérèse a une vision plus linéaire de ce que c'est qu'une vie. Et donc j'ai travaillé en regard aussi à partir de sa vision, par un segment, par anecdote. Et donc le livre alterne des anecdotes sur sa vie, plutôt dans l'ordre chronologique, et puis des moments d'évocation de Marie-Thérèse aujourd'hui, dans Trouville, des moments où on s'est vus aussi pour que je puisse écrire ce livre, de nos rencontres, aussi bien chez elle, pendant lesquelles elle me montrait des objets, donc c'était assez touchant aussi, ces objets qui surgissaient du passé qu'elle me montrait, et parfois aussi parce que je ne pouvais pas me déplacer en visioconférence. Et ça aussi, c'était des moments amusants parce que l'image saute toujours, elle se cadrait mal, comme on fait souvent. Et c'était aussi très touchant, ce rapport de l'objectif à son propre corps, les bouts de corps que je voyais quand elle me parlait. Oui, c'est ça, elle manifestait tellement le regret que tout disparaisse qu'un jour je lui ai dit voilà, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais je veux bien essayer de décrire votre vie, Marie-Thérèse. Et à partir du moment où je lui ai proposé, j'ai écrit au fur et à mesure. J'ai commencé à écrire, j'ai raconté un déjeuner qu'on avait passé au cul ensemble. J'ai commencé à écrire sur la question de qu'est-ce que c'est aussi que écrire la vie de quelqu'un.
Ça aussi c'est très présent, cette interrogation dans le livre. Et puis quand on se voyait, je n'enregistrais jamais. Je voulais pas du tout que le livre soit une consignation, consiste à consigner des interviews. Mais j'avais un cahier, je prenais des petites notes, parfois je notais un mot qu'elle utilisait et qui revient du coup dans le texte comme une citation de la parole de Marie-Thérèse. Et ce qui était neuf pour moi aussi, c'était d'écrire un texte au fond dans lequel j'ai le sentiment que la parole de Marie-Thérèse ici ou là affleure, à la fois parce que je nomme des expressions qu'elle a utilisées, mais aussi d'une manière plus fluide, qui fait que parfois j'entendais aussi sa voix dans la mienne. Marie-Thérèse me donnait quelques petites informations, et il y avait des informations qui... Alors d'abord il y avait par exemple une phrase parfois qui me faisait penser à des situations qu'on connaît tous et qui du coup je développais en fait. Par exemple quand elle me disait à propos des concerts de jazz qu'avec son mari souvent il rentrait en voiture dans la nuit. Voilà, on a tous cette expérience de l'émotion que ça peut être en voiture la nuit, de forer un paysage avec juste les lumières des phares qui font apercevoir des fragments de ce qui est noyé dans la nuit, et à la fois aussi l'émotion de se retrouver à deux dans l'habitacle, cette espèce d'atmosphère très étrange où on traverse un monde tout noir avec juste les phares qui font surgir des bribes. Et donc ce qu'elle me dit elle en une phrase, j'en fais 2 paragraphes. C'est-à-dire que ça ne consiste pas à inventer, mais plutôt à prolonger, à imaginer les sensations qui les traversent, elle et lui, elle et son mari par exemple dans cette scène. Imaginer les sensations dans ce moment. Ça peut être aussi, je dirais que c'est comme un travail d'amplification en fait. Ça peut être aussi d'écrire les lieux. Par exemple, la scène du mariage où elle me dit dans quelle église elle s'est mariée. J'écris la scène du mariage en allant voir les décors de cette église, en parlant aussi de ce que ça a été d'expériences visuelles, ou d'expériences de la lumière, des différentes statues, des tableaux, et aussi finalement de toute cette façon dont ce mariage était non seulement plein des gens qui venaient y assister, mais aussi de ces silhouettes, et aussi parce qu'il faut traverser j'ai vu qu'il fallait traverser le cimetière pour entrer dans l'église, la présence aussi des morts du village, les spectres flottent sur cette scène. Donc c'est plus un travail d'information complémentaire, mais information au sens très souple, qui peut être aussi de travailler sur des associations communes, sur aussi notre mémoire de tel ou tel type d'instant, de moment, de séquence de vie. Et ce que j'ai cherché à faire aussi, c'est à la fois essayer de rendre compte de la singularité de cette vie-là, et à la fois d'y mettre aussi en évidence ce qu'elle a de commun avec nos vies. Oui, cette aisance avec laquelle Marie-Thérèse racontait sa vie, ça m'a interrogée par rapport à ma propre réticence à raconter la mienne, qui est une réticence à la fois de pudeur, mais aussi une réticence, j'ai employé un grand mot, épistémologique, et parce que j'ai l'impression que si je racontais ma vie comme une suite linéaire, je la dessinerais à la ligne claire, comme on dit pour la BD, alors que je pense que ma vie relève plutôt de la brume et du coup du fusain et de l'estompe. Et à la fois, quand Marie-Thérèse a commencé à me raconter sa vie, j'ai découvert, parce que je l'associe absolument à Trouville, qu'en réalité elle avait passé son enfance dans les terres, et en particulier dans un village qui est le village dans lequel, avec mes parents, nous allions faire les courses, parce que nous avions une maison juste à côté. Et donc j'ai découvert que Marie-Thérèse et moi avions des géographies communes, des territoires communs, que nous avions passé notre enfance dans les mêmes paysages, elle toute l'année, moi seulement pendant les vacances. Et aussi avec un rapport au paysage très différent, parce qu'elle le vivait comme vraiment un espace de liberté, où les enfants étaient livrés à eux-mêmes, allaient se baigner dans la rivière, n'étaient pas surveillés par les parents.
alors que moi je me sentais plus enfermée dans un jardin. La campagne pour moi c'était paradoxalement plus une expérience de l'enfermement et aussi des bois interdits, enfin interdits quand j'allais seule, quand j'aurais aimé y aller seule, comme des endroits dangereux aussi. Mais c'était aussi le plaisir de la promenade et un plaisir très physique, des bottes de caoutchouc dans la boue, de la tenue qu'on mettait pour sortir, de l'air qui vous assomme quand on rentre à la maison. Et du coup ça m'a conduite je me suis aperçue qu'il y avait des effets de miroir entre nos deux vies, même si ça pouvait être de manière inversée. Et ça m'a conduite du coup à raconter quelques séquences, en particulier de mon enfance dans ces paysages. Et donc cette pâtisserie qui s'appelait déjà Charlotte Corday quand Marie-Thérèse et son mari l'ont achetée, c'est vraiment le haut lieu de Trouville et c'est aussi un lieu qui est très fréquenté par des tas de gens célèbres pour lesquels le fils de Marie-Thérèse qui avait repris la pâtisserie a confectionné des gâteaux en discutant avec eux, avec elle et avec eux pour faire ses créations. Et puis c'est aussi bien sûr un lieu dans lequel allait Marguerite Duras. Et il y a une amitié très forte entre Marguerite Duras et Marie-Thérèse. Et c'est aussi un moment très important du livre, bien sûr, cette amitié. Ces deux femmes qui ont un peu le même gabarit, qui sont deux petites femmes physiquement et qui ont toutes les deux beaucoup d'humour, mais des humours très différents. Parce qu'il y a un humour de Duras qui est espèce d'humour tragique par lequel ces sourires qui finissent ces phrases, des phrases comme ça qui sont à la fois très affirmées et à la fois très réversibles, parce qu'elle est capable d'affirmer une chose et puis ensuite à la phrase suivante de dire absolument le contraire avec la même force de persuasion, et à la fois ce sourire qui finit ces phrases et qui est à la fois un sourire presque un sourire d'excuse devant l'emphase et en même temps un sourire de puissance. Enfin, cet humour extraordinaire de Duras face à l'humour de Marie-Thérèse qui est un humour plus doux, quelque chose de plus fluet dans sa parole. Mais voilà, je trouvais qu'il y avait aussi des effets de miroir et à la fois je les voyais comme deux jumelles, mais en réalité elles ont à peu près 3 décennies, elles avaient à peu près 3 décennies d'écart. Voilà, Duras s'est beaucoup confié à Marie-Thérèse et aussi c'est Marie-Thérèse qui a conseillé à Duras d'aller visiter le cimetière de Vauville. Et c'est cette visite qui a conduit Duras à écrire son texte sur l'aviateur anglais qui figure dans Écrire, et qui est un texte très très fort dans lequel elle découvre la tombe de cet aviateur de 20 ans. Et elle est très bouleversée et en même temps elle se demande pourquoi cette mort la bouleverse autant, ce que ça réveille de deuil autobiographique. C'est un texte très très fort et elle commence par remercier Marie-Thérèse. Donc c'est aussi très beau de se dire, j'ai relu ce texte que j'avais lu jeune fille, que j'avais trouvé d'une grande puissance littéraire, mais j'ai relu ce texte différemment en sachant que Marie-Thérèse en était à l'origine et j'ai été très bouleversée par ce texte. C'est un texte non seulement très fort littérairement, ce qui m'avait frappé jeune fille, mais aussi très bouleversant sur la question des deuils, de l'écho, la manière dont un mort réveille ses propres morts. Et quand Marguerite Duras a terminé son texte, elle est venue voir Marie-Thérèse à la pâtisserie, elle a dit ça y est, l'aviateur anglais c'est fini, et elle lui est tombée dans les bras. Et ça aussi, ça m'émeut beaucoup, cette idée du corps de Duras dans les bras de Marie-Thérèse. Ça me conduit ensuite à un petit développement sur les corps de Duras qui a tellement changé de corps au cours de sa vie, et aussi sur les photos qu'a prises Hélène Bamberger de Duras à Trouville, qui sont des photos aussi de 2 périodes de la vie de Duras. Oui, à travers cette histoire très singulière, j'évoque aussi nos sensations communes, le travail, aussi la manière dont les émotions parcourent. Je sens que les émotions peuvent parcourir Marie-Thérèse et que ce sont des émotions aussi qu'on peut reconnaître. Et pour moi, c'est très important ça d'écrire sur nos sensations communes,
travaillé sur ce matériau-là de livre en livre. Et quand je parle d'astronaute, ce n'est pas l'héroïsation qui m'intéresse, mais au contraire ce que ça implique du corps, pour le corps de se retrouver dans l'apesanteur, et ce que ça nous dit à nous, ce que ça réveille de conscience de notre propre rapport au monde dans ce monde-ci qui répond au contraire au règne de la pesanteur donnée. Et voilà, plus largement, en fait, je pense que c'est travailler à l'intersection, sur les intersections en fait, entre nos vies, et que chaque fois, parce que chaque fois je m'adresse au singulier, au lecteur ou à la lectrice, parce que chaque expérience de lecture est différente des autres et personnelle. Chaque fois, le lecteur ou la lectrice puisse reconnaître des émotions qu'il ou elle a éprouvées, mais parfois aussi en découvrir d'autres. C'est un mouvement comme ça complémentaire entre le plaisir qu'on peut fournir à l'altérité et le plaisir de la reconnaissance. Et c'est ces deux plaisirs que j'essaye de mettre en œuvre dans le texte, qui sont à la fois mon plaisir quand je découvre quelqu'un, de découvrir l'altérité et d'être touché par les points communs. Et je pense aussi le plaisir propre à la lecture, à toute lecture, d'être dans cette alternance entre découverte et reconnaissance. Donc, bien sûr, j'ai fait lire le manuscrit à Marie-Thérèse. Il n'était pas question que le texte sorte sans son aval. Et je m'attendais à ce que peut-être elle me fasse reprendre quelques séquences, qu'elle me dise « Ah là, ça s'est pas passé exactement comme ça ». Mais elle ne me l'a pas du tout fait. Le premier retour qu'elle m'a fait et qui manifeste à quel point c'est pas non plus une personne autocentrée, la première remarque qu'elle a faite, c'est « J'adore votre écriture ». C'est-à-dire prendre ce livre, ce manuscrit vraiment comme un objet littéraire et non pas comme juste la consignation de sa vie. Et elle m'a juste demandé de faire deux petits ajouts que j'ai fait.